Caribbean Jazz, je reçois le batteur Thilo Bertolo. Comment ça va, Thilo? Je vais bien et toi, comment vas-tu? Ça va, ça va. Pas trop galéré pour venir, non? Non, ça va, il y a eu... Ça va, ça roulait plutôt bien, donc c'est bon, on a pu venir tranquille. Ah, bah c'est cool. Alors, est-ce que tu peux... On va faire l'interview de manière chronologique Ok. pour les personnes qui vont nous regarder et qu'elles en apprennent un peu plus sur toi, parce que des fois on entend parler de quelqu'un, on le voit en tant que musicien sur scène, avec des chanteurs ou même avec d'autres musiciens, mais on ne sait pas vraiment qui il est. Alors est-ce que tu peux nous dire déjà d'où tu viens? Eh bien, je viens de la Martinique, donc je suis né en Martinique, 1990, à Fort-de-France. J'ai grandi dans la commune de Rivière-Pilote. Donc voilà, ma mère a vécu à Fort-de-France, mon père à Rivière-Pilote, et puis ils se sont installés à Rivière-Pilote, dans le quartier de l'Anse-Figuier. Voilà. Et tes parents, ils écoutaient beaucoup de musique? Oui, mes parents écoutaient beaucoup de musique, surtout mon papa. Mon papa est un vrai mélomane. Ce sont des musiciens ou pas du tout? Non, ils sont pas musiciens. Ils sont pas musiciens professionnels, mais comme je dis, c'est des passionnés de musique. Mon papa fait un peu de guitare, ma maman adore la basse, mais voilà, ils sont pas professionnels, Ouais, c'est des personnes qui aiment la tout musique. simplement. Ouais. Et tu as des frères et sœurs? J'ai un frère que je salue. Je salue mes parents aussi. Donc il s'appelle Jemaël, il vit à Toulouse. Je te salue frérot, je te salue. Et donc, comment ça t'est venu, cette, comment dire, cette passion pour la musique et surtout pour la batterie? Je pense que c'est quelque chose qui est venu naturellement, hein. Alors, l'anecdote que j'ai, c'est ce que ma mère me raconte. Je prenais pas mal de fessées de la part de ma mère parce qu'en fait, ce qui se passait, c'est que quand elle rentrait du travail, elle arrivait à la maison et en fait, elle voyait beaucoup d'encre un peu partout dans la maison. Pourquoi? Parce qu'en fait, je cassais les stylos parce que je faisais de la batterie avec. En fait, je tapais un peu partout, je cassais ces stylos et il y avait de l'encre un peu partout dans la maison. Donc, c'est plutôt quelque chose qui arrivait naturellement, quoi. Et voilà. Ah ouais, c'est spécial ça, Très spécial, ouais. ouais, de jouer avec des stylos, j'imagine, comment c'est, et de les mettre sur, essayer de taper sur, par exemple, la caisse claire ou sur... Mais en fait, le problème, c'est que j'avais pas d'instrument de musique. Donc, en fait, avec les stylos, on tape un peu partout. On tape sur les tables, sur les chaises, par terre. Donc, et les stylos, c'est pas solide, quoi. C'est pas... Déjà, les baguettes, ça peut se casser. Donc, des stylos, n'en parlons pas. Donc ouais, t'as commencé comme ça en fait. Ouais. Et après, t'as continué ou ça... Non, après, alors, après, comme ma mère n'avait plus d'autre solution pour m'empêcher de taper un peu partout, elle a décidé de la demander à un oncle à moi qui s'appelle Romain Palude, qui est batteur. Et c'est pas n'importe quel batteur parce qu'en fait, il a été le batteur de La Perfecta et le batteur de Malavoie aussi. Et donc, voilà, donc c'est aussi un membre de ma famille. Euh, voilà, c'est mon cousin, c'est le cousin de ma mère aussi. Donc, j'ai commencé à faire mon éveil musical et à toucher pour la première fois à cet instrument qui est la batterie avec lui. Donc c'est lui qui t'a initié, c'est ce que Initié, j'allais dire, voilà. ouais, qui t'a initié. L'éveil musical est venu de lui. Voilà. D'accord, ouais, il y a toujours un petit élément déclencheur Mhm, que ça soit par la famille. En général, ça vient par la famille, mhm. mais ça peut venir aussi d'amis, d'autres personnes. C'est ça. Donc, ah ouais, c'est donc il jouait dans la Perfecta Oui, il a joué, voilà. et dans Malavoie. Exactement. Ok. Et c'est lui après qui t'a pris sous son aile et puis il a commencé à t'expliquer ou comment ça s'est passé? En fait, oui, voilà, en fait, c'est avec lui que j'ai appris mes premiers rythmes de danse, les rythmes qu'on va jouer dans les balles en Martinique. Donc, tout ce qui est biguine, mazioca, merengue, valse créole, entre guillemets, cha-cha-cha, etc. Donc, en général, les rythmes qu'on aime bien jouer en Martinique lorsqu'on fait des lives. Donc, j'ai appris tous ces rythmes-là de façon autodidacte, hein, avec lui. Et voilà. J'avais 3 ans et demi à l'époque. Voilà. Ah ouais, donc petit. Donc Ouais, ouais, très petit, très ouais. très très petit. Ouais.
Ouais, donc tu as commencé vraiment à 3 ans, donc c'est comme tu dis l'éveil musical, Ouais, c'est là où on commence à découvrir les sons, c'est etc. ça, c'est ça. Donc ouais, c'est pas mal, c'est bien ça. C'est super, c'est super. Ça, c'est la bonne école. C'est une très bonne école, hein. De toute façon, je pense que l'histoire et qu'on voit dans le métier, souvent ceux qui sont dans le métier, il y a toujours une part d'autodidacte, en quelque part. Il y a ceux qui prennent des cours, qui ont fait des écoles, mais je pense qu'on ne peut pas négliger l'école autodidacte, qu'on apprend un instrument et qu'on se retrouve à accompagner des gens ou en faire son métier, quoi. D'accord. Et après, par la suite, on voit que tu as intégré une école Mhm. pour pouvoir te perfectionner ou même te structurer. C'est ça. Et tu as donc là, est-ce que le côté autodidacte t'a apporté des choses quand tu es arrivé dans cette école, ou au contraire, est-ce que ça a été un frein? Est-ce que tu as pris des mauvaises habitudes en fait? Bonne question. Peut-être un peu des deux. Ça peut être un avantage parce que lorsqu'il y a des explications, lorsque tu étudies, ben, en fait, euh, ne serait-ce qu'avoir le tempo, savoir euh, euh, battre la mesure ou jouer en rythme. C'est vrai que l'école de la rue, entre guillemets, ou de l'autodidacte, euh, ça sert. Maintenant, ça peut aussi te faire avoir de mauvaises habitudes et ça peut aussi faire de toi quelqu'un de présomptueux. C'est-à-dire que finalement, ben oui, c'est facile, tu as appris sur le tas, mais tu travailles pas certains détails qui peuvent faire la différence. En fait, en général, l'exemple que j'utilise, c'est un peu comme en fait lié au mode d'emploi de manuel, quoi. Il y a ceux un peu quand ils achètent quelque chose, un appareil, il y a ceux qui bidouillent et puis qui voient comment ça fonctionne. Et il y a ceux qui lisent le manuel. Et je pense qu'il faut toujours un peu combiner les deux, quoi. C'est toujours intéressant. Et ceux qui vraiment connaissent un peu tout ce qui se passe dans un appareil, ben c'est ceux qui ont lu vraiment le manuel en détail et ensuite ils appliquent. Voilà. Donc, pour répondre à ta question, c'est un avantage et c'est un inconvénient. Ouais, c'est à double tranchant en fait. C'est à double tranchant, oui. Ok, donc ouais, bonne réponse. Donc je vois que en 96, donc tu as intégré une école Oui. à Toulouse. Non, pas à Toulouse, c'était Non, c'était à Rivière-Pilote. Ouais, c'était en C'était Martinique. l'école Polo C'est Rosine. ça, ouais. Et là-bas, en fait, t'as appris quoi exactement? Ben, alors, à l'école Polo Rosine, ben, j'ai commencé à apprendre le solfège rythmique. Euh, donc, en fait, c'est là que j'ai appris les noirs, les croches, les mesures, la base de la musique. En gros, c'est là qu'on t'apprend à lire, c'est là qu'on t'apprend à écrire. C'est là que tu commences à comprendre ce que tu joues. Donc, les bases de ton instrument, j'ai appris un petit peu la batterie, de quoi est constituée une batterie, une grosse caisse, une charlée, une caisse claire, etc. C'est des choses que je pense que je ne connaissais pas avant. Et puis, par la suite, voilà, j'ai commencé à avoir une formation un peu plus théorique et une approche plus pédagogique de l'instrument. Voilà. Ouais, et là-bas, tu n'as pas appris que le solfège, parce que tu as appris aussi différents instruments. J'ai appris différents instruments. Oui, c'est vrai que par la suite, ça c'est un petit peu plus tard, j'avais pris un peu de cours de guitare, j'avais pris aussi quelques cours de piano. Bon, je suis pas allé loin, je n'ai pas le niveau, par exemple, pour accompagner quelqu'un au piano, mais euh, j'ai quand même appris l'essentiel et encore une fois, le solfège, quoi. Donc, ça fait que je peux comprendre un peu comment fonctionne l'harmonie et la logique harmonique d'une composition de musique, quoi. Et après, ça t'a permis plus tard d'accompagner des musiciens, tout ça, ou c'est venu plus tard? C'est-à-dire le fait que tu aies fait l'école Polo Rosine à Rivière-Pilote, tu as appris déjà combien de temps? Tu as passé combien de temps là-bas? Je suis resté très longtemps. Je pense que j'ai grandi dans cette école. En fait, je suis resté dans cette école pratiquement toute ma vie en Martinique. Donc, je pense que c'est à peu près 15 ans. Euh, et en fait, pour tout te dire, même quand j'avais un petit peu fini ma formation dans l'école, j'y allais toujours. C'est un petit peu ma deuxième maison, cette école, les membres de cette école, les professeurs, c'était un peu comme ma deuxième famille.
Et je suis resté très, très longtemps dans cette école. Et pour répondre à l'autre question, euh, j'ai accompagné, j'ai accompagné quelques artistes. Alors, ce qui était pas beaucoup, j'en ai pas accompagné beaucoup, parce que déjà, j'avais un deal avec les parents, déjà. Ah. Et je pense que tu dois savoir qu'est-ce que c'est. Tu obtiens ton bac et ensuite, tu fais ce que tu veux. Donc, c'était un peu ça. Mais pour revenir à ce que je te disais, ce qui était bien dans cette école, c'est que ça t'apprenait aussi à jouer avec des gens. Parce qu'il faut savoir que chaque année, à la fin de la saison, il y avait une représentation qu'on appelait audition, mais ce n'était pas vraiment des auditions, c'est tout simplement une représentation des élèves. Et il y avait une partie où on réunissait des étudiants en piano, en basse, en violon et en batterie pour les faire jouer ensemble. Et ça, c'était une très bonne école aussi que je faisais, qui avait à l'école Paul Rosine. Et pour les artistes, c'est vraiment venu après, en fait. C'est pas venu tout de suite. C'est après. Et il y a une question qui me trotte parce que pendant que tu racontes ton parcours, euh, est-ce que toi, quand tu as intégré cette école, tu savais qui était Polo Rosine? Après. Ah, Après. d'accord. Mais j'ai appris au fur et à mesure. En fait, il faut savoir qu'avant, quand j'ai intégré cette école-là, l'école ne s'appelait pas encore l'école Paul Rosine. Ça s'appelait tout simplement l'école de musique et d'art plastique de Rivière-Pilote. Les MAP, c'est ça. Et ensuite, je ne me rappelle plus en quelle année c'était, mais effectivement, on avait rendu un hommage à Paul Rosine. Et c'est comme ça aussi que l'école a changé de nom. Et justement, quand il y avait ces fameuses auditions, on a joué des morceaux de Malavoie, on a joué des morceaux de Polo Rovine, excuse-moi, de Polo Rosine, Jouvet, etc. Et c'est là que j'ai un petit peu appris qui c'était, quoi. Donc, c'est au fur et à mesure de, de- de mes années passées dans cette école que j'ai appris ça. Oui, parce que rappelons que Polo Rosine était chanteur. C'est chanteur, compositeur, voilà, et surtout leader du groupe Malavoie. Et voilà, Surtout- c'était ça en fait c'est là où je voulais surtout en ça. venir. C'est surtout ça. Donc ouais, c'était pas n'importe qui. Non, du tout pas. Donc après, t'as accompagné pas mal de chanteurs. Oui, il y a eu pas mal de chanteurs. Alors j'ai Nicolas Lassen. Nicolas Laussen, Laussen, oui. ouais, Peut-être que je l'ai mal. Nicolas Laussen, chanteur, mais je l'ai surtout accompagné dans des projets instrumentaux en tant que guitariste. Mais c'est vrai que c'est aussi un chanteur. Voilà, il y a Nicolas Laussen. Il y a aussi Alex Bernard, Oui, ou même Ralph Tamar aussi, pour oui, ne pas le Raph Tamar. citer. Ouais, Raph Tamar, oui, il y a eu Raph Tamar, Alex Bernard, grand contrebassiste, que j'ai eu l'occasion d'accompagner, que je dois accompagner encore très bientôt. Oui, ouais, grande influence, très grand homme. Oui, c'est parce que je vois que tu as accompagné beaucoup de grands artistes en fait. Oui, oui. C'est- c'est- Beaucoup d'artistes qui m'ont influencé finalement. Donc, maintenant j'y pense, ouais, c'est vraiment cool, quoi. Oh, ouais, parce que je pense que quand tu le vis, quand tu accompagnes des artistes, bon, tu joues, tu as peut-être un track, Bien sûr. mais tu t'es pas sur le moment, est-ce que tu t'es dit, ah, je vais quand même accompagner Ralph Tamar, ou je vais quand même accompagner telle personne ou tel musicien. Bien sûr, bien sûr. Moi, je sais que ça m'avait fait ça avec Mario Canoge, hein. Parce que c'était la première fois que je le rencontrais. Mais voilà, quand tu commences à accompagner des artistes comme ça que tu as écouté dans ta voiture, à la radio, etc., c'est clair que tu as le track. Après, c'est vrai que quand le métier rentre, et tu prends un petit peu plus la confiance, on va pas se mentir là-dessus. Tu, tu as un peu plus de maturité. Et en ce qui concerne le Raftamar, en fait, là, j'avais déjà un peu accompagné pas mal d'artistes avant de le rencontrer, ce qui fait que j'avais moins le track déjà parce que d'autres artistes m'avaient déjà mis à l'aise. Hmm. Euh, et ce qui est plutôt bien aussi avec ces grands artistes, c'est qu'ils sont plutôt bienveillants avec les jeunes et ceux qui arrivent.
Donc, ça fait que ça retire beaucoup de trac quand tu travailles avec eux. Et parmi tous les musiciens qu'on a cités, est-ce qu'à chaque fois, par exemple, quand tu démarrais quelque chose avec eux, un projet, même que ce soit en concert ou peut-être en studio, est-ce qu'il y a chaque musicien t'a donné un conseil ou t'as aiguillé un petit peu sur Bien la sûr, façon de faire? bien sûr, de toute façon, oui, 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 ils donnent toujours des conseils. Et de toute façon aussi, moi, j'en demandais, Ah. de toute façon. Donc, ouais, ils ont toujours de bons conseils à me donner. Et, euh, et en général, pour la plupart, c'est surtout de ne pas lâcher. Et je pense que le meilleur conseil, enfin, le conseil qui est le plus revenu de la part de ces artistes-là, c'est de durer, en fait. Le plus difficile dans ce métier-là, c'est pas forcément de réussir, mais c'est de durer, c'est de rester au top euh, très longtemps. Parce que maintenant, surtout aujourd'hui, ça va super vite la musique. Tu vas faire un tube, tu vas fonctionner une fois. Et maintenant, avant, en un an, tu es déjà oublié. Avant, c'était un an, maintenant, on parle de mois, quoi. Donc, c'est vrai que le plus difficile dans ce métier-là, c'est de durer. Et donc, c'est toujours d'avoir faim, quoi, et de bosser. C'est le plus important. Ouais, parce que si par exemple tu sors pas quelque chose on va dire dans le mois qui suit, t'es déjà aux oubliettes, pratiquement aux oubliettes. C'est clair, en fait, ça. C'est clair que dans certains styles de musique, ça fonctionne comme ça maintenant. C'est triste de le dire, mais c'est vrai que ça fonctionne comme ça. C'est la quantité qui mène maintenant. Il faut être productif et voilà. Après, moi, je suis pas forcément de cette école-là. Je, je pense qu'il faut pas avoir peur de prendre le temps pour proposer quelque chose de bonne qualité qui fait que ça peut durer dans le temps. Et en général, voilà, quand c'est bien fait, c'est quelque chose qui peut durer dans le temps. Mais c'est vrai qu'il faut être au charbon et ne pas vraiment être suffisant et de se contenter du passé. Il faut toujours regarder vers l'avant. Ah, ça c'est important ce que tu dis. Ouais. C'est parce que aujourd'hui on est dans une ère où il y a les réseaux sociaux, Mhm, où il y a le téléchargement, bien sûr. donc la musique est consommée rapidement. Des fois, on l'appelle musique fast-food parce que les gens prennent la musique, ils l'écoutent 5 minutes et puis après ils passent à autre chose, mais ils ne se disent pas la plupart qu'il y a du travail. 5 minutes, c'est déjà beaucoup maintenant. Ah, Si tu regardes bien les tubes qui fonctionnent, les tubes ne font même plus 5 minutes. Avant, même, ça faisait 3 minutes. Et à l'heure d'aujourd'hui, maintenant, 3 minutes, par moment, pour les consommateurs, c'est déjà limite trop. ah. Des fois, quand tu regardes bien, tu feras l'expérience, mais il y a des tubes, des musiques qui fonctionnent, qui font 2 minutes 30, 2 minutes 40. Allez, on va dire 59 pour titiller un peu, quoi. Là, ce que tu dis là, c'est vrai parce que moi, j'écoute des musiques aussi, enfin, j'écoute pas mal de styles musicaux différents, mais je me rends compte que quand tu vois, par exemple, certaines durées, des fois, c'est 2 minutes. C'est ça. Des fois, c'est même 1 minute 30. Alors, je me dis, wow, c'est super rapide. Alors après, je dis ça, mais dans tout ce qui est jazz caribéen, puisque c'est aussi le thème, on n'est pas trop dans ce format. C'est vrai qu'en général, on aime bien les 7 minutes, faut être entre 5 et 7 minutes pour rester dans un format, on va dire radio. Oh, oh. Et encore. Ouais, parce que ça peut aller jusqu'à 10, 12 Déjà. minutes. Ouais, c'est déjà allé Facile. jusqu'à 10. Déjà jusqu'à 10, ouais. Ah ouais, c'est pour ça que je réfléchissais, je me disais 2 minutes. Alors que dans le jazz caribéen, c'est pas 2 minutes. 2 minutes, Non, c'est non. le commencement. Ah oui, 2 C'est- minutes là, on n'a pas encore improvisé. On n'est pas encore rentré dans le vif du sujet. Là, on est encore dans l'intro, on est encore dans le développement. Voilà, on n'a pas encore vraiment joué le thème. Exactement, c'est ce que j'allais dire, ouais. Donc ouais, Non, mais c'est marrant en fait, parce que il y a des gens... Est-ce que toi, ça t'arrive des fois que quand tu expliques aux gens, par exemple, le style de musique que tu fais, que c'est pas... Quand tu entends, par exemple... Je suppose que tu as déjà entendu des gens qui te disaient oui, ah ouais, là c'est 2 minutes, c'est bien, 3 minutes, c'est bien. Et toi, tu arrives derrière, tu leur dis ouais, mais moi, c'est des morceaux minimum de 5 minutes ou 6 minutes. Est-ce que tu as déjà rencontré des gens comme ça? À qui tu as dit ça? Non, en fait, je me suis jamais vraiment retrouvé dans cette situation. Mhm.
Je me suis déjà retrouvé dans une situation où, par exemple, quand je fais un peu de prod, puisque ça m'arrive aussi à côté de faire un peu de musique assistée, en fait, de la prod, quoi. Mhm. Euh, Quand je travaille avec des collègues, et en fait, on me dit, ouais, en fait, ouais, là, c'est 3 minutes, ça commence à être trop long. Je dis, c'est trop long. Mais non, c'est pas long. 3 minutes. 3 minutes, c'est que dalle. Non, mais ouais, c'est long. J'ai dit, ah ouais. Et moi-même, tu vois, je me dis, wow, ça a vraiment changé. Et moi, j'ai quand même connu comme encore une fois, des tubes qui duraient aller entre 4 et 3 minutes. Et en général, 3 minutes, c'était la moyenne. Et je parle de musique, comme tu dis, de la musique à consommer. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de trucs qui ont changé. Donc, c'est plus cette situation-là dans laquelle je me suis retrouvé. Après, j'ai jamais vraiment eu à dire ou à penser qu'en fait, que la qualité de morceau se retrouve dans sa longueur. Non, non, si le morceau fait 2 minutes, ça fait 2 minutes. Dès que c'est clair, dès que c'est une musique qualitative, en tout cas selon moi, le temps c'est pas le plus important. Le plus important, c'est le contenu, quoi. Si ça doit faire 2 minutes, ça fait 2 minutes. Si ça fait trois, si ça fait 5, si ça fait 10, allons loin. Si ça doit faire 15 minutes, ça fait 15 minutes. L'important, c'est que ça soit qualitatif et que l'auditeur, tu vois, soit captivé pendant ce moment de musique, quoi. C'est Mhm. surtout ça. Et je vais revenir un peu, on laisse ça en suspens, Mhm. et je vais revenir un peu sur tes études, hein, parce que tu as commencé à Rivière-Salée, enfin Rivière-Pilote, Ouais, excuse-moi. ouais, oui, oui, À Rivière Pilote, ouais, ouais. Rivière-Pilote. Mais bon, c'est en Martinique, hein, c'est C'est en deux, Martinique, c'est en deux communes Martinique. sont en Martinique, donc voilà. Mais c'est ça, Il y a ça quand c'est. même la Martinique et Rivière Pilote, je tiens à le dire. Salut à tous les pilotins. Voilà. Mais tu as intégré une école. Et alors là, je l'ai dit, j'ai inversé, au lieu de dire Martinique, j'ai dit Toulouse, mais là j'y viens. Tu as fait une école à Toulouse, Oui, l'école Dante c'est Agostini. ça. C'est ça. J'ai intégré l'école Dante Agostini à Toulouse. Je suis rentré en 2011. Ouais, je suis resté 3 ans. Euh, mais il faut savoir que j'ai pas fait que ça. En fait, j'ai fait 3 écoles en même temps. Ah ouais, En d'accord, ah fait, oui. j'ai fait 3 écoles en même temps. Mais au niveau du planning, ça va, ça se chevauchait bien. Voilà. Donc, en fait, j'étais à Dante Agostini. À côté, j'étais au conservatoire. J'avais des heures, je crois, c'était tous les lundis. Voilà. J'avais des heures au conservatoire de Toulouse dans le département jazz. Mais vraiment, l'école qui me prenait vraiment beaucoup de temps, qui était une formation plutôt complète et copieuse, j'étais à la fac. J'étais dans une licence de musicologie option jazz. Voilà. Donc, donc, en fait, pendant 3 ans, 3, 4 ans, excuse-moi, pendant 3 ans, 3, 4 ans, je me suis formé dans ces 3 écoles-là. Donc, à la fac du Mirail, qui s'appelle maintenant la fac Jean Jaurès à Toulouse, au conservatoire de Toulouse et à l'école Dante Agostini. D'accord. Donc en même temps, tu passais ta licence en musicologie C'est ça. et en même temps, tu passais un DEM de jazz Ouais. au centre Agostini, enfin au conservatoire, Au conservatoire de Toulouse, ouais. au conservatoire de Toulouse. Et, et à côté, je faisais aussi l'école de batterie Dante Agostini, voilà, pendant 3 ans. Rappelons que cette école est une école réputée pour les batteurs. Ouais, c'est ça. C'est une école de batterie. Ouais. C'est une école de batterie où il y a plusieurs antennes un peu partout en France. Il y a Agostini Paris, Agostini Bordeaux, Montpellier, Agostini Toulouse, c'est là où j'ai été, qui a une très forte réputation. Et je crois, en fait, il me semble que c'est en Italie aussi. Il y a Agostini en Italie. Puisque le batteur, le Agostini, Il vient d'Italie. d'Italie, en fait. Ouais. Donc voilà. Donc, donc tu as obtenu. Alors, dans ces trois conservatoires où tu étais, donc est-ce que tu as obtenu tous tes diplômes ou Oui, comment? oui, j'ai tout obtenu. J'ai j'ai eu ma licence en musicologie et mon DEM jazz à la même année. Donc, ouais, voilà. À la fac, j'ai eu ma licence. Euh, Au conservatoire, mon DEM jazz. Ça, je les ai eu en 2012. Et en 2013, j'ai eu mon premier prix Agostini à l'école de batterie. Donc, ouais, j'ai tout obtenu.
Donc DEM, parce que les gens qui vont se dire, mais c'est quoi un DEM? C'est un diplôme d'études musicales. Voilà. Non, non, parce que c'est important Non, non, de... tu as raison, tu as raison. Parce que moi, je le sais, ce que ça signifie, mais pour les personnes qui vont nous regarder, c'est important aussi de détailler les mots, C'est vrai. enfin les abréviations pour que les gens comprennent bien en fait de quoi on parle. Mhm. Donc, Oui, voilà. Diplôme d'études musicales. voilà. Et tu as eu ton premier prix, donc, c'est-à-dire, tu as passé une audition, tu as joué devant un jury. Comment C'est ça ça. s'est passé? En fait, ce qu'on appelle le premier prix à Dante Agostini, alors c'est pas vraiment un concours, c'est pas un concours, mais c'est tout simplement un examen de fin d'année que- qu'on passe, en tout cas pour ceux qui finissent. Il faut savoir que chaque année, chaque niveau, ils ont un examen à faire. Et quand tu rentres en deuxième année de cycle SP, si je me rappelle bien, voilà, c'est là que tu passes le fameux prix où tu as des pièces à connaître, à travailler. Voilà, il y a pas mal de travail et de boulot à faire. Voilà. Alors, est-ce que c'est comme tous les conservatoires où il y a, par exemple, en général dans les conservatoires, tu as 3 cycles ou Ouais, c'est un peu ça. t'as 3 cycles et à l'intérieur de ces cycles, tu as 4 années, c'est ça? Alors, c'est différent. C'est un petit peu différent. Euh, Comment t'expliquer ça? C'est complexe, hein. En fait, moi, quand je suis rentré euh, dans cette école, bon, il y a les niveaux, il y a débutant, intermédiaire, niveau avancé. Mais c'est vrai que dans l'école où j'étais, dans l'école Agostini où j'étais, c'est vrai que c'était une forme d'institution qui était où il y avait un professeur qui était aussi directeur, qui s'appelle Daniel Dumoulin, et c'est lui qui gérait. Et c'est un peu lui qui sentait, qui te disait, toi, tu es prêt pour aller en première année de cycle SP, deuxième année, etc. Donc, effectivement, à un moment donné, il te dit, OK, maintenant, tu es prêt pour faire les 3 cycles SP. Et quand tu commences à faire tes cycles SP, c'est là que tu pars pour 3 ans. Donc, moi, pour ma part, quand je suis rentré, il m'avait analysé. Heureusement, heureusement pour moi, voilà, il a décidé que j'étais déjà prêt. Donc, c'est là que j'ai fait mes 3 ans et donc ça s'est bien passé en fait. Bien passé. C'était pas facile, mais ça s'est bien passé. Parce qu'il faut le dire, il y a du travail derrière, hein. C'est Seigneur, pas... Seigneur Jésus-Christ, il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup, beaucoup de travail. Genre, vraiment, et à tous les batteurs que je salue, notamment les batteurs des Antilles, des Antilles-Guyane, ceux qui voudront étudier la batterie et qui voudront aller à Agostini, voilà, sachez que quand vous y allez, préparez-vous. Préparez-vous parce que ce n'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Non, et puis je pense qu'il faut se consacrer. C'est un peu comme si tu passes, comme n'importe quel examen en fait. C'est ça, c'est Il ça. faut se préparer, il faut réviser, Mhm. tous les soirs, c'est des sacrifices. C'est ça. Au lieu de partir en boîte de nuit ou de partir je ne sais où pour s'amuser, eh ben tu travailles. C'est ça. Mais de toute façon, enfin, pour ma part et pour les collègues et les frères qui ont été dans cette école-là avec moi, je pense que en fait, chaque fois au départ, en fait, quand on a commencé dans cette école, je sais il y a eu au moins 2, 3, 4, 5 remises en question. Quand on ressortait de l'école, je disais, ah ouais, d'accord. Euh, tu es content, tu arrives motivé, tu arrives même avec limite un peu d'arrogance. Tu vois, tu es fier, quoi. Et puis là, lorsque tu repars là, tu repars la tête baissée, quoi. C'est pas la même. C'est pas la même, quoi. Donc, ouais, tu sens qu'il y a un vrai travail, quoi. Il y a vraiment beaucoup de travail. Bah oui, mais après, quand on voit le niveau sur scène de ce que tu donnes ou des autres batteurs, Mm. on comprend quoi. C'est-à-dire que on s'imagine pas l'immensité du travail qui a été accompli, Mhm. mais on voit que quand on écoute ce que tu fais, qu'il y a quand même, t'es pas arrivé là par hasard. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail, hein. De toute façon, c'est le travail qui paie. Après, comme je dis, il y a beaucoup de travail, mais il faut être surtout passionné, quoi. T'as dit le mot.
passionné. Il faut être Faut passionné. être passionné. Parce que je pense que si tu ne l'es pas, je pense que tu abandonnes vite. Déjà, si tu ne l'es pas, tu prends pas de plaisir. Déjà. Ouais. Donc là, il y a vraiment cette notion de travail. Après, ça dépend. Il y en a qui aiment le travail. Il y en a qui n'aiment pas le travail. Ça peut se comprendre. Mais c'est clair que tu vas arriver tu vas commencer à travailler un instrument et en fait, ça va commencer à te gaver un peu. Et quand tu prends plus de plaisir, ben, il y en a qui abandonnent, il y en a qui travaillent pas sérieusement, etc. Donc voilà, c'est vrai que c'est beaucoup de travail, mais c'est beaucoup de passion. Et je pense que quand on joue d'un instrument, c'est le premier truc à avoir. C'est simple, mais c'est difficile, c'est de garder cette passion, en fait. C'est surtout ça. Et la notion de travail, pour moi, n'existe plus. Ouais, là tu laisses place au plaisir en fait. Voilà, tu laisses place au plaisir, mais tu laisses place surtout au challenge. Donc, en fait, il y a un peu ça. Donc, moi, j'ai toujours, avec cet instrument, j'ai toujours eu cette notion de challenge, vouloir réussir sur quelque chose que je n'arrive pas. Et c'est ce qui fait que tu progresses, quoi. Donc ouais, ça fait pas, c'est aussi dans la passion, quoi. Et est-ce que c'est après avoir obtenu ce prix que tu as eu et avoir fini ces études-là, que tu as commencé à collaborer avec des personnes comme Mario Canonge, comme Michel Alibo, ou c'était avant? Alors, c'est une très bonne question. Il y a une anecdote par rapport à ça. Ma rencontre avec Mario Canonge et Michel Alibo, ça s'est fait par l'intermédiaire d'Agostini, en fait. Il faut savoir que Agostini Toulouse, là où j'étais, ils ont un festival qu'ils font chaque année qui s'appelle Drum Summit. Euh, et dans ce festival-là, à un moment donné, alors bien sûr, il y a des artistes connus qui viennent jouer, qui viennent proposer des concerts, mais il y a aussi des échanges entre des artistes confirmés et des étudiants. Et en fait, l'anecdote que j'avais là-bas, c'est que mon professeur et le directeur, Daniel, m'avait dit Thilo, avec qui tu aurais voulu jouer un jour dans ta vie Et moi, j'ai sorti ces deux noms-là, en fait. J'ai sorti Mario Canonge et Michel Alibo. Et il m'avait dit ben, tu sais quoi, je t'organise un concert avec ces deux gars-là. J'ai dit ah ouais, vraiment? Alors moi, j'ai dit ouais, mais dans ma tête, j'ai dit si il dit ça, mais bon, il va oublier l'année prochaine, quoi. Non, ben en fait, non, il avait déjà commencé à travailler là-dessus. Et ma rencontre s'est fait comme ça, en fait. D'accord, bah ça c'est bien ça. Ça c'est des belles rencontres. Petit scoop. Ouais, une belle anecdote. Et du coup, tu as collaboré avec ces grands musiciens et après tu as collaboré aussi avec un musicien avec qui tu collabores toujours, Mhm. qui est Grégory Privat. C'est ça. Je salue, d'ailleurs. Comment s'est fait cette rencontre? Alors, il faut savoir que la première fois que j'ai rencontré Grégory, ce n'était pas en Martinique, ce n'était pas en France, c'était à Chicago. Ah ouais, d'accord. Deux Martiniquais qui se rencontrent à Chicago. Le truc est probable. Ouais. En fait, j'étais dans un groupe de Zouk. Parce qu'il y avait un festival là-bas qui s'appelle The African of Art of Chicago. Et il y avait une édition spéciale Guadeloupe. Mhm, Et il y avait un groupe guadeloupéen à Bordeaux qui s'appelait Zouk System. mhm. Et on m'avait invité enfin, j'étais appelé à jouer avec eux. Je remplaçais un batteur. Et ce jour-là, il y avait un certain quartet avec un certain Sony Troupé dans le groupe. Ah, ouais. Le Sony Troupé Quartet qui était Ouais. là-bas. Sony, je le connaissais déjà un petit peu. Et on s'était déjà rencontrés, Sony, Grégory, Mike Amogom, Olivier Juste. On s'était déjà rencontrés à Chicago. Donc, tu vois, voilà, les musiciens, on se capte, on tchatche un peu. Et en fait, Grégory, par la suite, il y a eu un autre événement qui a fait que on a pu se rencontrer. C'était
l'album de Franck Nicolas. En fait, j'avais enregistré un album de jazz avec Franck Nicolas qui s'appelle Jazz Belle et Philosophie. Et ce jour-là, c'est la première fois que je travaillais avec Grégory. Il y avait, dans cet album-là, il y avait Grégory Privat, Michel Alibo, Mario Canonge, Magic Malik, Philippe Gouye-Montou. Il y avait une vraie dream team, quoi. J'ai- moi j'étais aux anges, quoi. Et par la suite, il y a eu quelques concerts. Euh, et voilà, et on a commencé à se checker souvent, on a joué ensemble. Et Grégory, à ce moment-là, il avait en ce moment une idée de faire un trio. Et il cherchait son batteur, il cherchait son bassiste. En fait, il faut savoir que quand on travaillait ensemble avec Franck, moi, j'étais pas encore à Paris. J'étais toujours à Toulouse. Donc, c'était pas sûr, en fait, qu'on travaillait ensemble, mais c'est quand il m'a parlé de ça, on a fait quelques sessions ensemble. Je te parle de ça, on est en 2013, hein. D'accord. Moi, je suis arrivé en 2014. Je suis arrivé l'année d'après, et à partir de là, on a commencé à travailler ensemble. Et on a essayé plusieurs morceaux, il a aimé, et depuis, on s'est jamais lâché. Et puis donc il y a eu la naissance d'un premier album ensemble, Family Tree, Ouais, il y a eu Family Tree. qui est sorti en 2016. C'est ça. Ensuite, il y a eu un enchaînement avec un autre album, Soleil, Mhm. qui est sorti en 2020. C'est ça, ouais, 2020. Et le dernier sur lequel vous avez collaboré et vous êtes en tournée, c'est Phoenix, qui est sorti en 2024. Voilà, Phoenix. Et d'ailleurs, je crois que tu vas le rejoindre en Guyane. C'est ça. Je dois aller le rejoindre là, bientôt. Là, il y a un petit concert à faire, un gros concert même à faire en Guyane samedi, hein, ça se rapproche. Il est déjà là-bas. Voilà, il en profite un peu. Et, alors cette émission passera. Alors cette émission, peut-être lorsqu'elle sera diffusée, peut-être que le concert aura déjà eu lieu. Mais c'est important de le dire quand même que vous allez jouer en Guyane, qu'il y aura d'autres pays aussi, enfin d'autres endroits où vous allez jouer. Mais pendant qu'on parle de voyage, à part Chicago, est-ce que tu as été amené à voyager dans d'autres pays? Ah ouais, je peux dire que j'ai vu du pays, hein. C'était... Ouais, la musique m'a fait voyager. J'ai pu aller. Alors, il y a eu Chicago, j'ai pu aller à Tel Aviv, j'ai pu aller à l'île Maurice, je suis allé Congo-Brazzaville, Burkina Faso, je suis allé à Tabarka en Tunisie, j'ai pu aller en Italie, Belgique, Suisse, République tchèque, London, Japon. On a fait Japon. C'était Ouais. cool. Montréal aussi, on est allé à Montréal. Mexique. Ouais, ça commence à faire pas mal. Il y a des trucs sympas, hein. Là, t'es en train de te rendre compte que. Ouais, il y a des trucs sympas. Guadeloupe, Martinique, Sainte-Lucie, Guyane, parce que j'étais déjà allé auparavant. Ah ouais, quand même. C'est cool. Tu vois. Non, mais là, c'est là où tu te rends compte que t'as quand même pas mal voyagé. Ouais, il y a beaucoup de pays. Et là, on a parlé de Grégory Privat avec qui tu travailles souvent, Mhm. avec qui tu voyages aussi, et Sonny Troupé, parce qu'on a parlé de lui, qui a monté il y a un collectif qui s'est monté, c'est le Begin Jazz. Ouais, il y a eu le Begin Jazz. Collectif. Voilà. Le Begin Jazz Collectif, ça s'est monté aussi en 2020, après Covid. Ok. Voilà, après Covid. Effectivement, avec Sony, en fait, le Begin Jazz Collective, avec Sony, on est deux batteries sur scène. On joue en même temps. C'est ça qui est génial, quoi. Donc en fait, c'est une idée de Thomas et Manuel Boutan qui ont voulu créer ce projet, et ils ont voulu un petit peu réunir euh, plein de musiciens qui ont qui les ont marqués durant le festival Big in Jazz sur on va dire, les 10-15 dernières années. On va dire 10 dernières années. Et voilà, donc ça a donné des musiciens comme Stéphane Casquet qui était dans le groupe, Raph Lavital parce qu'il a joué plusieurs fois là-bas. Moi, j'ai joué plusieurs fois là-bas, Sony aussi, Maher Boa, voilà, Joyo Missile et Ludovic Louis. Donc voilà, donc en fait, le projet c'était de faire une résidence, et la direction artistique c'était un petit peu de
de faire des arrangements de musique issu- traditionnelle issue du répertoire martiniquais, guadeloupéen, euh, et de faire un arrangement à notre sauce, un petit peu plus moderne. Et il y avait aussi dans le cahier des charges une composition et un arrangement un arrangement d'une composition internationale à la sauce antillaise, quoi. Euh, et donc le but c'était déjà de faire la résidence, de faire un concert. Après, la deuxième étape c'était d'enregistrer un album et ensuite c'était de tourner avec le projet. Donc voilà, ça avait mis pas mal de temps. On avait commencé en 2020 et en 2 ans, ben voilà, le projet a pu sortir et puis on a pu faire pas mal de dates, de très belles dates d'ailleurs, dont un Jazz à Vienne en 2022. C'était très très beau concert. Voilà, j'en garde encore de beaux souvenirs. Et moi, je vous ai vu, bah, c'est la première fois que vous produisiez sur scène, je crois que, enfin, en France, Mhm. c'était à l'Alhambra. Ouais, il y a eu l'Alhambra. Il y avait Grégory Privat qui était C'est ça, invité. c'est ça. Je crois que c'était Clélia Abraham. C'était plutôt Cynthia Abraham. Ouais, il y Voilà. avait Cynthia Abraham. Il y avait Cynthia Abraham, Grégory Privat, Arnaud Dolmen était parmi nous aussi, il était invité. Et il y avait Xavier Belin, un pianiste. Alors j'étais on va dire, au milieu de la salle et je regardais parce que en fait, j'ai découvert pour tout te dire, je le dis voilà en exclusivité, Mhm. j'avais découvert Begin Jazz dans Jazz Magazine. Oui. Et en fait, ça c'est lié, c'est-à-dire que le festival, enfin le concert de l'Alhambra, je crois que c'est un concert qui a été organisé par Jazz Magazine. Oui. Donc c'est aussi ça, et je pense que tout ça, ça a été lié. Donc c'était une soirée spéciale où on était à l'honneur et où on mettait aussi un petit peu les artistes antillais à l'honneur, où il y avait, c'est pour ça qu'il y a eu ces invités-là. Et voilà, on a joué notre répertoire et ensuite on a fait des arrangements à partir des compositions des invités qui étaient sur scène avec nous ce soir-là. Parce que j'ai pu voir, il y avait du bon monde, hein. J'ai pu voir Jocelyne Berroir, Oui, oui, j'ai pu voir Georges Décimus qui était là, oui, oui, il y avait, effectivement. il y avait Pierre-Édouard Décimus Ouais, il y avait aussi. Pierre-Edouard. Et non, j'ai vu pas mal d'artistes qui sont venus. C'est vrai que c'était un peu Disneyland Paris, là. Non, mais C'est vrai que c'était cool. C'est vrai que même pour moi, parce que pareil, il y avait des artistes avec qui j'ai pas collaboré, mais que j'admire un peu ce qu'ils ont fait pour notre musique, quoi. Et que j'admire toujours. Et c'est vrai que c'est toujours très agréable de les côtoyer et de les voir, tout simplement. Donc, voilà. Et je sais que dans ce concert-là, Mario Canonge devait y être. Ouais, malheureusement, il devait y être. Voilà, il n'a pas pu être là ce jour-là avec nous. Euh, on espère que voilà, un jour, il fera une collaboration avec le Begin Jazz Collective pour de nouveaux projets, pourquoi pas. C'est ce que je souhaite. Et toi, donc, on a parlé de musiciens avec qui tu as collaboré, Mhm. mais tu as aussi collaboré avec des chanteurs. Enfin, tout à l'heure, là, on a parlé de Ralph Tamar, on a parlé de... Mais il y a une fille avec qui tu as collaboré. Euh, je sais pas si je vais bien dire le nom. Elle s'appelle Kelly Lee Evans. Kelly Lee Evans, oui, c'est ça. Kelly Lee Evans, que je salue. Voilà, chanteuse canadienne de Toronto. Elle vit à Toronto. Ouais, pendant 1 an ou 2 ans et demi. Voilà, on a beaucoup travaillé ensemble. On a fait pas mal de concerts ensemble. Très, très grande chanteuse, très, très grande artiste. Et, et c'est surtout une leçon de vie parce que c'est quelqu'un qui revient de loin, revient de très, très, très loin. Elle a eu pas mal de problèmes de santé. Elle s'est vraiment battue pour revenir euh, exercer son art, chanter pour nous. C'est pas facile. Euh, voilà, et là où c'est incroyable l'énergie qu'elle a sur scène quand tu sais ce qu'elle a vécu. Et pour moi, en tant que, même pas musicien, mais en tant qu'être humain, c'est vraiment un exemple et une leçon de vie, quoi. Donc, oui, oui. Lily Evans, c'était une très, très bonne expérience pour moi.
Et il y en a une autre aussi, c'est pas du tout le même style, Mhm. c'est Sly Johnson. Ouais, Sly Johnson, ouais, il y a eu. Alors, j'étais pas le batteur titulaire, mais c'est vrai qu'on a fait pas mal de concerts ensemble. C'est vraiment cool, hein. C'est un super artiste, c'est un très très bon musicien. Euh, Ça, j'ai vraiment aimé ces concerts-là avec lui parce que ça sort un peu du cadre que j'ai l'habitude de faire. Je suis beaucoup dans des projets jazz. Et là, c'était des projets un peu plus soul, un peu plus hip-hop. Et là, c'est un peu de la musique pour le public, quoi, pour danser, etc. Et c'était vraiment cool de faire la musique pour le fun, quoi. Donc, ouais, je garde de très bons souvenirs avec lui. Ah, ça c'est cool. Sachant en plus qu'il vient du Science Crew, Exactement, ouais. C'est fameux qui, Science pas cool. et ouais, qui est un groupe un peu avec différents styles, parce que c'était pas que du rap, Non, non, non. plusieurs styles mélangés. C'est ça. On a tendance à oublier ça. C'est vrai que, bon, c'est un groupe qui a été un petit peu victime de son succès et victime d'une chanson, hein. Voilà, mais on a peut-être tendance à oublier que c'est un groupe vraiment qui est passionné de rap et qui cherchait vraiment à faire un rap de qualité et technique, quoi. Ils avaient vraiment l'art d'écrire des textes et de, comment dire, et de proposer un rap très technique et un rap qualitatif, quoi. Voilà. Alors on arrive bientôt à la fin de l'émission. Ça passe vite. Donc Déjà. on arrive à la fin. Est-ce que tu peux nous parler de tes projets à venir ou même de tes tournées? Alors, en ce moment, ben, Grégory Priva, ça continue. Je joue aussi avec Karine Gökturam. Ok. Voilà, donc il y a pas mal de concerts comme ça. Et pour ma part, je commence à travailler sur des compositions personnelles. Euh, voilà, c'est plutôt en cours. Voilà, je suis en phase de composition. Mais j'aimerais bien commencer à travailler sur mon projet perso. Voilà, donc là, je suis en train de travailler là-dessus. Ça va prendre un petit peu de temps, ça va prendre le temps qu'il faut. Mais en ce moment, l'actualité, c'est ça. C'est que je travaille sur mes compositions. D'accord. Donc là, les futurs projets, donc c'est tes compositions, un futur album. D'abord, les compositions, on verra après pour l'album, mais c'est dans les plans. C'est dans les plans. Mais d'abord, on est au stade de composition. Ce que je dis, c'est que j'ai vraiment envie de commencer à travailler, à composer de la musique pour moi déjà. Et et pour les autres aussi, mais j'aimerais bien composer euh, mes compositions, tout simplement. Et il y a des tournées envisagées. Alors, des tournées, alors déjà, il y a des concerts, pas mal de concerts. Les tournées sont en train de se mettre en place, mais pas mal de concerts qui arrivent. Ben, par exemple, en avril, il y a des concerts qui sont prévus. Encore une fois, il y a Grégory qui va au New Morning bientôt. Il y a. Je suis sur. Ah, il y a ça aussi. Il y a des albums qui sont en train de se préparer avec un artiste qui s'appelle Richard Payne. Des concerts avec Mario Canonge. Voilà, il y a aussi d'autres tournées qui se mettent en place. Là, en ce moment, c'est la période où on est en train de faire les plannings. Donc, c'est des choses qui arrivent, mais c'est un petit peu flou, mais c'est des choses qui se préparent. Peut-être une tournée au Japon, c'est pas sûr. Mais voilà, c'est dans les plans, quoi. C'est dans les projets. Et si on veut te suivre sur les réseaux, qu'est-ce qu'on doit taper, enfin, comme Alors, nom? alors, on peut me suivre. Alors, là où il faut me suivre, il faut me suivre surtout sur Instagram. Alors, mon compte Instagram, c'est la-18 Bertolance. Voilà, donc c'est la Bertolance. Voilà, et c'est là qu'on trouve un peu tout ce que je fais, les concerts qui ont été faits, aussi le planning des dates qui arrivent. Euh, et voilà, c'est là qu'on peut me suivre, quoi.
Donc voilà, donc c'est la Bertolance, compte Instagram, ou tout simplement aussi, si vous tapez Thilo Bertolo sur le compte Instagram, vous allez trouver, même sur Google, il y a pas mal de trucs qui se font. Eh ben, merci pour cette interview. Merci de m'avoir invité. J'espère que les personnes qui nous regarderont en apprendront davantage. Ceux qui se posaient des questions, qui est Thilo Bertolo, ou ceux qui ne te connaissent pas, vont te découvrir. Donc, merci pour être venu et on se revoit de toute façon pour les tournées et pour les futurs projets. Sans problème. À très bientôt.